Bienvenue d'abord à l'hôtel de Massa. C'est la deuxième journée de notre festival. Hier, c'était la journée de réouverture officielle de Massa après travaux de restauration. Aujourd'hui, c'est la journée... On a remis des prix hier, notamment le Grand Prix de l'œuvre à Claude Ponty, mais aujourd'hui, c'est la journée où on remet le plus de Grands Prix de la GDL à partir de 18h. Auparavant, on va avoir une table ronde sur l'intelligence artificielle qui s'intitule « Usage et détournement de l'IA par l'intelligence collective ». Intelligence collective, c'est le thème qu'on a choisi pour ce 4e festival, SGDL, Espèces d'auteurs. Alors, je ne vais pas faire un long discours, quelques remarques, comme ça, quelques notes que j'ai prises par rapport au thème pour éclairer ce thème de l'intelligence collective que nous avons choisi. 3 constats. Un constat d'expérience. Avant-hier à la radio, une radio très sérieuse, j'ai entendu un représentant des pouvoirs publics. C'était une émission consacrée au salon qui a lieu à la porte de Versailles en ce moment, le salon Vivatech, Vivatechnologie, c'est ça. Et c'était un représentant de l'État qui avait un discours extrêmement optimiste, mais je dirais d'un optimisme forcené à propos de l'IA. Et il pointait le fait, ça m'a un peu choqué, qu'il trouvait que le cadre réglementaire qui avait été proposé au niveau européen pour l'intelligence artificielle était trop rigide. C'est-à-dire, il y avait quand même un discours derrière ça qui était il faut laisser l'innovation technologique prospérer sans trop la brider. Il y avait donc cette idée que cadre réglementaire et innovation technologique, c'est presque incompatible. Donc je me suis dit, il y a du boulot à faire, parce qu'on n'est pas face à un gouvernement, enfin des pouvoirs publics, je pense notamment au sommet de l'État, qui sont technophiles. Là, on frise quand même la technolatrie, parce qu'il y a tout un versant, évidemment, qui n'est pas interrogé de l'IA. Il y a effectivement l'aspect positif, qui sans doute est tout à fait légitime à défendre, mais il y a tout un versant négatif qu'on va sans doute aborder, qui est la remise en cause de pas mal de nos métiers, mais surtout aussi, il y a la dimension écologique qui n'est jamais interrogée, jamais mise sur le tapis. En tout cas, c'était pas perceptible dans le discours de cet homme. Donc, ça, c'est la première expérience, premier constat. Deuxième constat, je discutais avec un ami il y a 2 jours, qui me disait avoir utilisé ChatGPT pour produire un texte. Et il me dit qu'il était fasciné par la rapidité et l'efficacité du texte qu'il avait produit. Il me dit, c'est des trucs, avant, je mettais beaucoup plus de temps à le faire moi-même, donc ça a été très très vite. Et là, je me suis dit, on a du boulot, parce que je pense que dans l'opinion publique, globalement, il y a comme une fascination pour ces outils d'intelligence artificielle générative, justement à cause de ça, à cause de cette capacité à produire extrêmement vite des produits. Et pour faire ce qui va être difficile, à mon avis, ce qui est difficile à faire comprendre à l'opinion publique, c'est que il y a une différence essentielle, presque philosophique, entre production et création. Ça ne veut pas dire qu'il y a un rempart infranchissable entre les deux, mais en tout cas, il y a quand même 2 choses à distinguer. Et surtout, il y a un rapport au temps qui me semble vraiment foncièrement différent. Parce que ce qui était fascinant, ce qui fascinait cet ami, c'était la rapidité, l'ultra-rapidité de la production du texte, alors que, c'est-à-dire, en fait, le temps est un obstacle qu'il faut surmonter, il faut presque l'annuler. Et idéalement, c'est arriver à produire quelque chose en un temps qui écrase, qui contracte le temps à une durée minimum. Alors que nous, enfin j'ai l'impression, c'est vrai particulièrement des auteurs traducteurs, mais c'est vrai de tous les auteurs de livres, mais scénaristes, enfin bon, on pourra en reparler. Le temps est notre allié. Alors même si parfois c'est difficile de créer, mais le temps est un allié du créateur. On a besoin de maturation. Et je dirais même que pour des gestes artistiques qui peuvent sembler dans l'instant, comme la performance, ça suppose aussi une préparation, une maturation, une expérience, quelque chose qui est quand même une façon d'apprivoiser le temps, d'en faire son allié et de ne pas être ennemi du temps, de la durée, du temps long. Donc ça va être difficile aussi de convaincre les gens de bien faire la différence entre création et production. Troisième chose,
troisième constat, je pense que c'est un constat qu'on va faire tous, l'IA et l'IA générative, ça va faire partie de notre quotidien et à une échelle internationale, c'est-à-dire que ça va s'imposer dans nos vies et on ne peut pas faire sans. Alors donc, par rapport à ces constats empiriques et constats prévisions, je me lance pas trop en disant ça que l'IA va s'imposer dans nos vies, qu'est-ce qu'on doit faire face à la technolatrie de certains, notamment le pouvoir public, face à l'idolâtrie, la fascination du grand public pour ces outils, et puis à la surpuissance d'acteurs de l'IA qui sont déjà imposés dans le paysage. Alors, pour faire face à l'intelligence artificielle, on a eu l'idée, c'est pas une idée très intelligente, mais c'est une idée qui, si elle est intelligente, mais elle n'est pas, très originale, c'est qu'il faut penser collectivement et agir collectivement. D'où l'idée de cette thématique, l'intelligence collective. Pour faire face à l'IA, c'est opposer ou proposer une forme d'intelligence collective, de réflexion et d'action face à l'éruption massive dans nos vies, dans nos métiers, de l'intelligence artificielle. Comment l'apprivoiser, comment la contenir, la détourner, l'utiliser. Je pense que c'est des questions que la table ronde peut-être abordera tout à l'heure. Avant cette table ronde, Ella Balert, qui est autrice, administratrice de la GDL, donc membre du comité, va nous lire et peut-être présenter rapidement, très vite, un texte de Mylène Tournier, qui, tu le présenteras, tu expliqueras ce que c'est. Et ensuite, Patrice Lockman fera un petit point de ce qu'on a fait par rapport à l'IA, toutes les actions qu'on a menées jusqu'à aujourd'hui, que notre association a menées en tant que SGDL. Et puis après, il y aura donc la table ronde. Je passe la parole à Ella. Bonjour. Donc, je vais vous lire en effet un petit extrait pour vous lancer un peu les choses et se mettre dans l'ambiance. Ah, voilà. De ce livre, donc 27 fois la muraille de Chine, je me suis posé la réponse. C'est un texte de Mylène Tournier, c'est publié aux éditions Théâtrales. C'est la transcription d'un dialogue qu'elle a mené en 2024 avec ChatGPT, dont tu parlais à l'instant. Là. Et voilà, donc c'est vraiment une transcription. Et elle dialogue avec cet outil à propos de la muraille de Chine, mais évidemment, ça digresse, ça part vers d'autres sujets. Et c'est amusant, c'est réfléchi, c'est poétique, et ça pose des questions, ou alors ça pose des réponses, comme elle dit. Ça pose des questions sur les apories ou les possibles de nos langages, soit humains, soit algorithmiques. Donc je vais commencer par un court extrait du début. Le premier, il y a 27 chapitres, donc où elle démarre par bonjour et 27 questions qui suivent. Donc, première question. Bonjour. Peux-tu me parler de la muraille de Chine en 2 lignes, s'il te plaît ? Bien sûr. La Grande Muraille de Chine est une structure ancienne de défense construite pour protéger les frontières chinoises des invasions. Elle s'étend sur environ 21 000 km à travers le nord de la Chine. Merci. En un texte plus court, si tu peux. La Grande Muraille de Chine, érigée pour la défense, s'étend sur 21 000 km dans le nord de la Chine. Merci. En un texte encore plus court. La Grande Muraille de Chine, construite pour défendre, s'étend sur 21 000 km au nord de la Chine. Merci. En un texte encore plus court. La Grande Muraille de Chine, 21 000 km, défense au nord. Merci. Encore plus court. Muraille chinoise, défense, 21 000 km. Merci. Encore plus court. Muraille chinoise, défense. Encore plus court. Muraille, défense. Merci. Encore. Muraille, protège. Encore. Muraille, sécurité. Merci, mais c'est plus long, je crois. Encore plus court. Muraille, sécurité. Plus court. Muraille. Ça suffirait, muraille, pour décrire ce qu'est la muraille de Chine ? Oui, muraille résume brièvement la Grande Muraille de Chine. Et cette partie d'un chapitre un petit peu ultérieur, donc. Bonjour. Pourrait-on imaginer ensemble 3 questions qui porteraient sur la muraille de Chine en l'associant à des éléments corporels ? Bien sûr. Voici 3 questions associant la muraille de Chine à des éléments corporels. En considérant la muraille de Chine comme la colonne vertébrale historique de la Chine, comment son influence a-t-elle façonné le développement du pays au fil du temps ?
Comparativement à la peau qui protège le corps, de quelle manière la muraille de Chine a-t-elle joué un rôle protecteur pour les dynasties chinoises contre les invasions extérieures ? En utilisant la métaphore des yeux scrutant l'horizon, comment la muraille de Chine a-t-elle servi de sentinelle silencieuse surveillant les frontières et symbolisant la vigilance du peuple chinois ? Peau, sentinelle, colonne. Pourrait-on poser une question absurde à propos de la muraille en oubliant tout à fait maintenant le corps ? Bien sûr, créons une question absurde. Comment la muraille de Chine réagirait-elle si elle découvrait soudainement qu'elle était faite de bonbons et non de briques solides et que les visiteurs pouvaient la déguster à volonté ? Voilà, à présent passons, j'allais dire aux choses sérieuses, mais en réalité il y a du sérieux là-dedans. Bonjour à toutes et à tous. Avant d'introduire cette table ronde, on souhaitait effectivement, pour reposer un peu le cadre dans lequel on se situe, nous à la Société des gens de lettres, donc association chargée de défendre les intérêts des auteurs de l'écrit, au regard de cette question de l'intelligence artificielle qui a surgi dans nos vies, dans nos activités de créateurs depuis maintenant 2 à 3 années, au cours des derniers mois. Peut-être remonter d'où part un peu le problème auquel on est aujourd'hui collectivement confrontés. En 2019, sans être technique, pour replacer un peu les grandes phases de nos réflexions autour de ce sujet. En 2019-2020, la Commission européenne a souhaité réouvrir une directive européenne, directive sur le droit d'auteur, ce qui est tout à fait logique pour pouvoir l'adapter, la moderniser, intégrer les éléments liés aux évolutions du numérique. Et dans le cadre, au dernier moment des discussions autour de cette directive, un amendement dit Text and Data Mining a été introduit qui visait à autoriser tout acteur qui le souhaitait à utiliser, à constituer des gigantesques corpus de données, qu'il s'agisse de textes, de musique, de sons, d'audio, d'images, à des fins de recherche, sans en dire beaucoup plus. Et ceci, par exception au droit d'auteur, c'est-à-dire sans avoir à demander l'autorisation des créateurs de ces œuvres pour le faire, évidemment sans avoir à les rémunérer. Jusque-là, personne n'avait vraiment vu, en réalité, ce que cela allait impliquer. Ce n'est qu'en 2022, quand les premiers outils un peu grand public d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT ont été mis sur le marché, qu'on a tous découvert, en réalité, qu'en s'appuyant sur cette directive, cette modification législative, il y avait derrière, en cascade, des enjeux absolument colossaux et des dangers majeurs pour la création et les créateurs. Nous, à la Société des gens de lettres, notre rôle, c'est de défendre les intérêts des auteurs de l'écrit. Et donc, on est chargé par nos mandants de défendre leurs intérêts, ce qui suppose de connaître leur position vis-à-vis de ces grands sujets. Et je dois reconnaître que sur la question de l'intelligence artificielle, qu'on n'avait tous pas vu véritablement arriver, on était, dans ces années 2022, bien en peine de savoir est-ce que les créateurs utilisaient ces outils, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et donc on a créé un observatoire avec la DAGP, on a mené une grande enquête, vous les trouverez à l'accueil, à l'entrée de l'hôtel de Massa, pour essayer de mesurer l'impact des outils d'intelligence artificielle générative sur l'activité et les revenus des artistes-auteurs, à la fois de l'écrit, Société des gens de lettres, et du périmètre des arts visuels, ADAGP. On n'est qu'en 2022, donc c'est vraiment une photographie à tenter, enfin 2024, notre observatoire, mais entre 2022 et 2024, sur lequel porte l'enquête, on essaye de faire une photographie en interrogeant l'ensemble de nos membres sur ces sujets. Il en ressort des conclusions, je ne rentre pas dans les détails, vous la trouverez dans l'enquête, mais assez intéressantes. D'une part, par rapport à l'image qu'essayent de nous renvoyer ces acteurs technologiques qui essayent de faire passer les créateurs pour des gens un peu ringards, technophobes, qui n'ont rien compris au progrès. En réalité, les artistes, les auteurs, les créateurs sont des gens par nature curieux qui, l'étude le montre, se sont dès le début emparés de ces outils, les ont testés, ont essayé de les apprivoiser, de les utiliser dans leur activité. Pour autant, l'étude montre que les auteurs ont dès l'abord une pleine conscience des dangers qu'elles représentent, à la fois en termes de substitution pour leur activité. Et ça, dans l'enquête, ça ressort de manière très sensible, notamment sur les traducteurs et les illustrateurs, qui sont les premiers à subir ce risque de remplacement de leur activité, qu'ils observent déjà. Et par ailleurs, une conscience assez vive chez ces créateurs du danger que représentent ces outils vis-à-vis du droit d'auteur, c'est-à-dire le risque eux-mêmes de se retrouver
en position de commettre des contrefaçons, puisqu'ils utilisent des outils qui eux-mêmes ont absorbé des œuvres sans autorisation préalable, dont on ne sait pas quelles sont ces œuvres, puisqu'elles l'ont fait dans une parfaite absence de transparence. Sur la base de ces observations, et pour réagir collectivement, on a organisé la GDL avec l'ensemble des organisations d'auteurs de tous les secteurs des industries culturelles, la musique, l'audiovisuel, donc la SACEM, la SCAM, la DAGP notamment, une grande mobilisation collective en décembre 2024. C'était pile au moment où la Commission européenne était en train d'examiner un autre texte, le règlement sur l'intelligence artificielle, qui visait à réglementer ces outils, non pas du tout en s'intéressant aux questions de création, mais pour des questions de reconnaissance faciale, de sécurité des États, mais qui passait totalement sous silence les dangers de l'IA pour la création et les industries culturelles. Fort de cette mobilisation collective, nous avons réussi à nous faire entendre et à faire modifier ce texte et introduire dans le règlement sur l'intelligence artificielle qui a été adopté en fin d'année 2024 à Bruxelles un certain nombre d'obligations pour ces acteurs technologiques, obligations de transparence, puisqu'on ne peut pas réagir si l'on ne sait même pas si nos œuvres ont été ou pas absorbées par ces outils, obligation d'autorisation préalable, si l'on veut utiliser ces œuvres, demande préalable au titulaire de droit, et si utilisation autorisée il y a, obligation de rémunération. Quand on a dit ça, donc ça c'est des principes, des grandes obligations qui ont été introduites dans ce règlement sur l'intelligence artificielle qui est entré en vigueur. Pour autant, on a face à nous des acteurs qui se moquent pas mal de ces obligations, on le voit, c'est-à-dire bien qu'elles existent, qu'ils ne les respectent pas, qu'ils n'entendent pas les respecter. Deux missions du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, dont fait partie notamment la GDL, ont été lancées. L'une pour définir ce que l'on attend en matière de transparence, qu'on appelle le template, c'est-à-dire quels sont les éléments minimums que les titulaires de droit, les auteurs, sont en droit d'obtenir de ces acteurs de l'IA pour savoir si leurs œuvres ont été ou non utilisées. Et une deuxième mission qui portait sur les modalités de rémunération, puisque rémunération il doit y avoir, comment cette rémunération doit-elle être mise en œuvre ? Ensuite est venue en février 2025 l'organisation du sommet de l'intelligence artificielle à Paris. Vous savez que la France a accueilli un très grand sommet, s'est enorgueilli d'être au centre du monde sur ces questions. On a essayé à cette occasion de faire à nouveau, d'introduire les questions du droit d'auteur, et je dois dire qu'on s'est heurté au plus haut sommet de l'État à une position assez réfractaire au droit d'auteur, nous renvoyant effectivement à tous les bienfaits de la modernité et de ces outils et tout ce qu'ils allaient changer dans nos vies, et en refusant d'aborder tout simplement ces questions dans le cadre de ce sommet. On avait proposé une charte d'engagement que ces acteurs de l'IA pourraient signer collectivement pour s'engager à respecter ces obligations, et une déclaration commune des chefs d'État invités qui eux-mêmes s'engageraient collectivement à faire appliquer dans leurs pays respectifs ces obligations. Tout ça a été refusé et balayé par l'Élysée au dernier moment, juste avant l'ouverture du sommet, ce qui a donné lieu à, vous l'avez sans doute vu, à l'organisation d'un contre-sommet de l'IA à Paris. Et à ce moment-là, nous, on a essayé de rentrer. Ce sommet était pour nous le lieu où on aurait pu commencer à dialoguer avec ces acteurs. Or, on a constaté qu'on avait des gens qui ne voulaient pas dialoguer, qui étaient en position de force et qui ne souhaitaient pas engager de dialogue sur ces questions avec les sociétés d'auteurs. Ce qui nous a conduit à la GDL, en collaboration avec le syndicat national de l'édition et le syndicat national des auteurs-compositeurs, à assigner devant les tribunaux français un de ces acteurs, Meta, pour contrefaçon et parasitisme. L'affaire doit être jugée au second semestre 2025. Nous avons réuni un certain nombre d'éléments qui démontrent de manière probante, et d'ailleurs eux-mêmes le reconnaissent, qu'ils ont absorbé non seulement des œuvres protégées par le droit d'auteur sans autorisation préalable, mais par ailleurs aussi de gigantesques corpus de textes piratés, c'est-à-dire des œuvres contrefaites. Donc ce sont eux-mêmes, se sont soumis à la contrefaçon. Et puis, Bruxelles, parallèlement, a essayé de mettre en œuvre un certain nombre de textes qu'ils appellent un template et un code of practice pour définir de manière pratique ces obligations prévues par le règlement sur l'intelligence artificielle. Or, les textes produits par les services de l'administration de Bruxelles ont fait des propositions de textes qui détricotent totalement, qui vident de leur substance les obligations qui ont été imposées démocratiquement, votées par le Parlement européen à travers le règlement sur l'intelligence artificielle. Et donc, on a souhaité, dans le prolongement de l'ensemble de ces actions, de ces réflexions collectives, pouvoir donner aujourd'hui la parole, dans le cadre de ce festival, à des créateurs de tout secteur qui vont pouvoir, autour de ces questions, nous dire comment ils utilisent ou comment ils peuvent détourner, reprendre, comme l'a dit Christophe Hardy, à leur avantage ces outils qui, aujourd'hui, s'imposent à nous. Pour ce faire, Pauline Gabiani va animer cette table ronde, donc je vais lui céder la parole ainsi qu'à l'ensemble des participants.